Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast d'Hockey sur demande sur les ondes d'Être Chemin de Télé, édition du 15 juin 2026. L'été qui arrive à grands pas, une belle journée ensoleillée aujourd'hui, du gros soleil, Stéphane. J'avais cessé d'y croire. Honnêtement, j'avais commencé à croire que le soleil, c'était une légende urbaine, Stéphane. Écoute, il a mouillé sur un méga temps avant, en tout cas. Ça a fait du bien pour les jardins du monde, mais effectivement, c'est pas un début d'été super exceptionnel. Je travaille dans le monde du golf, comme vous savez, et je peux vous le dire, on est en retard sur un méga temps. T'as-tu un match de jouer à ton actif ou pas du tout? Zéro. On joue le 24, c'est notre partie de. En fait, c'est notre tournoi de golf annuel du magasin, vu qu'on est fermé à la Saint-Jean puis à la fête du Canada. On en profite le 24 là, pour aller jouer. On se loue un terrain à 7-8 foursomes. On donne des petits cadeaux et on se fait des foursomes avec des petits tirages à la fin, puis on s'amuse là-dedans. Fait que, écoutez, je sais pas si ma femme est d'accord, mais je vais essayer d'aller frapper des balles au moins avant. On va voir comment ça va aller rendu là. Mais je vous dirais que, écoute, même mon assistant gérant, qui est un excellent joueur de golf, elle dit j'ai pas touché le bâton à mi-mois, ça va être assez pathétique et je vais dans la même corde que lui. Ben écoute, moi, ça fait un an que je ne les ai pas touchés, parce que j'ai pas joué de l'été l'année passée. Le deck hockey a tellement pris de place Ouais. dans ma vie que j'ai juste pas. Ben, cet été, je vais essayer d'au moins aller frapper des balles ou au moins essayer d'aller jouer un match. Là, ce serait quand même pas pire. Là. Au moins ça, ce serait quand même bon. Question de me rappeler à quel point je suis mauvais à ce jeu-là, mais ça. On va. Écoute, Steph, trêve de plaisanterie et de golf. Évidemment, le podcast porte sur le hockey. C'est exactement ce qu'on va parler aujourd'hui. Ça va quand même beaucoup plus québécoise, contrairement à ce qu'on a fait d'habitude, parce qu'évidemment, il y a eu le repêchage de la LHJMQ qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, on va faire un petit peu un retour, surtout sur les joueurs qui ont été repêchés provenant des Chevaliers de Lévis, mais aussi il y a des petites histoires, le fun. Là, chaque année, il y a tout le temps des belles histoires qui sont écrites là, à ces repêchages-là. Et cette année n'a pas fait exception. On a eu quand même quelques petits trucs à mentionner. On va parler, parce qu'on était censé parler de ce débat-là, je pense que c'était la semaine passée ou la 2 semaines, la fameuse réglementation de la NCA versus la LCH. Et en plus, il y a eu des développements là, dernièrement, qu'on va pouvoir en discuter en long et en large là, par rapport à ça. Donc, c'est pas mal ça le gros du morceau du podcast d'aujourd'hui. Et après ça, on va enchaîner avec quelques petites nouvelles là, si le temps nous le permet. Mais on va commencer, Stéphane, avec le repêchage de la LHJMQ qui se déroulait du côté de Halifax, dans les Maritimes. Lors de la dernière fin de semaine, c'était les Huskies de Rouyn-Noranda qui avaient le premier choix au repêchage et ça a été l'attaquant Thomas Boisvert de Trois-Rivières qui a été repêché là, au tout premier rang. Donc, c'était pas mal lui qui était pressenti pour être repêché au premier rang. Donc, pas de surprise là, à ce niveau-là. Ensuite, Victoriaville qui avait le deuxième choix qui, eux, sont allés pour Vincent Boutet. Peut-être plus en bon québécois, un reach. C'était pas nécessairement le deuxième meilleur espoir selon ce qu'on pouvait lire là, un peu partout. Mais c'est quand même un défenseur de 6 pieds 1 déjà, 196 livres, une charpente déjà pratiquement de la LNH là, de son côté. Et, vraiment, il est à maturité, il est vraiment gros déjà. Là. Bon, ouais, donc ça va aider là, évidemment la défensive du côté des Tigres de Victoriaville. Et pour conclure au top 3, eh bien, Jacob McKinnon du côté de Blainville-Boisbriand, attaquant de 5 pieds 8, 157 livres, natif de Québec. Il y a beaucoup de représentants quand même dans le top 10 là, de soit... ben pas dans le top 10, c'est plutôt dans la première ronde, là, soit des Chevaliers ou soit du Blizzard Séminaire Saint-François. Donc, quand même, une bonne cuvée du côté des joueurs là, de la région de Québec et les alentours. Donc, très bien de ce côté-là. Mais Stéphane, avant d'aller avec justement nos joueurs des Chevaliers de Lévis qui ont trouvé une équipe là, lors de ce repêchage-là, tu nous parlais également de deux joueurs, plus de ton coin, mais que tu connais quand même un peu, là, qui ont vu leur nom être sortis dans le premier tour de la LHJMQ. Oui, exact. Donc, Shawinigan qui a fait son dévolu sur Julien Bergeron, là, un gars de Châteauguay là, qui est dans notre coin, qui a joué avec les U15 là, et dans le Junior 3A là, cette année. Donc, Midget 3. Midget 3, excuse-moi, cette année. Donc, intéressant, honnêtement, un gaucher. Quand même assez gros gabarit quand même, là, déjà 5 pieds 11, 190 livres du côté de Bergeron. On a aussi Damien Leduc qui a été repêché par Sherbrooke. Un gars de Léry, donc c'est pas très loin d'ici quand même. Il a joué pour les Grenadiers de Châteauguay, là, encore une fois cette saison. Il a été coéquipier de l'autre. Et on a aussi, Bryce Lazare là, de Delors des Ormeaux qui a joué avec les Lions du Lac-Saint-Louis, qui est une autre grosse organisation quand même dans l'ouest de l'île, là, du côté de Montréal.
Donc, honnêtement, ça a été une belle cuvée, je pense, pour Châteauguay. On a des joueurs qui se sont illustrés de façon intéressante. Puis tu parlais du collège Charlemagne tantôt, mais Tommy Leroux aussi, là, un gars de Candiac qui est pas très loin aussi là, du sud, là, sud-ouest de Montréal, là, qui est dans notre coin, donc qui a été repêché en première ronde. Fait intéressant pour Thomas Boisvert. Oui, on savait que c'était le premier qui était pour être repêché. Quand même connu une saison de 130 points là, avec Mount St. Charles, là, qui évidemment a joué aux États-Unis au collège, mais quand même assez impressionnant. Là, 54 buts, 76 assistances à 15 ans, là, à 58 matchs. C'est assez impressionnant. Et on savait que c'est lui qui sortirait premier. Et honnêtement, je suis content pour les Huskies de Rwanda. Probablement qu'on va essayer, là, on va en parler tantôt, mais avec la nouvelle réglementation qui s'est un peu identifiée, on va espérer l'avoir pour longtemps du côté de Thomas Boisvert. Oui, puis il ne faut pas oublier aussi que les Huskies ont remporté la loterie et c'était pas l'équipe la plus favorite pour remporter la loterie parce que, en plus, ils ont joué dans le carré d'as. Parce qu'ils ont joué contre Chicoutimi dans le carré d'as dans les séries de la LHGMQ. Donc, imagine, tu as une équipe qui est dans le carré d'as et qui va recevoir un choix de première ronde, premier au total, en plus. Écoute, ça va donner un bon coup de main là, pour la prochaine saison du côté de Rouyn-Noranda. Sinon, du côté des Chevaliers de Lévis, il y a quand même eu près d'une dizaine de joueurs, là, 2, 4, 6, 8. En fait, on a eu 10 dans la LHJMQ, dont 2 là, dans le top 20. Là, Zachary Lainès, qui était le premier, qui est le gardien là, des Chevaliers de Lévis lors de la dernière saison. Lui qui, natif de Lévis, va être. En fait, il va poursuivre sa carrière. On ne sait toujours pas ce qui va arriver, évidemment, on ne sait jamais. Mais a quand même été repêché par les Huskies de Rouyn-Noranda. On parlait avec Thomas Boisvert en plus. Donc, ça va du côté de l'Abitibi. Et sinon, un doublé du côté de Bécomo. Enzo Roy au 17e rang, là, qui a été repêché par le Drakkar natif de Lévis. Et Axel Bolduc, aussi un autre défenseur qui a été lui repêché au 36e rang, natif de Saint-Ephrem en Beauce. Ensuite, on s'en va du côté des Maritimes. Et là, ça a pris quand même un petit peu de temps avec qu'on ait un autre représentant. Là, on passe du 36e rang au 80e rang. Ouais. Et c'est Malek Bélanger, attaquant qui est natif de Lévis, qui lui a été repêché par les Eagles du Cap-Breton. Ensuite, 16 ans plus tard, Simon de la Roseville, c'est un nom qui peut peut-être dire quelque chose en Beauce. Eh bien, c'est le fils du DG actuel du Cool FM de Saint-Georges, Raymond de la Roseville. Donc, son fils, Simon, lui, qui a été repêché par les Foreurs de Val-d'Or, natifs de Beauceville. Les Foreurs là, qui sont en croissance, là, eux devraient être. C'est pas l'année prochaine, c'est possiblement dans 2 ans qu'on devrait avoir un gros club là, du côté des Foreurs. D'ailleurs, on a été chercher l'espoir du Canadien là, par transaction, Arseny Radkov, le gardien de but, qui avait joué à Blainville, avait été échangé à Saint-John et là, il est échangé du côté de Val-d'Or, donc va poursuivre sa carrière en Abitibi. Donc, pour les amateurs du Canadien et d'espoir, eh bien, sachez qu'il a changé d'adresse lors du dernier week-end. Ensuite, on s'en va au 110e rang. Loïc Poulain, natif de Saint-Georges, qui lui a trouvé pendant avec les Saguenayens de Chicoutimi. Les Saguenayens, eux, qui c'était la grosse année des Sags de cette année. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir là, le portrait des prochaines années. Mais on sait que les années après Coupe Memorial, c'est assez difficile. On commence à liquider des vétérans. Puis en plus, on en perd maintenant avec la NCAA et tout ça. Donc, peut-être que la porte va s'ouvrir pour lui là, parce que ça va prendre des jeunes pour prendre la relève justement là, de ces vétérans-là qui vont quitter. On sait toujours que le junior, c'est cyclique. Et là, on est à la fin du cycle. Il va falloir en démarrer un nouveau là, bientôt du côté des Sags. Sinon, 146e rang, Jonathan Saint-Hilaire, natif de Sainte-Marie, lui qui s'en va du côté de Terre-Neuve avec le Régiment. Équipe qui était nouveau. Ça va, Stéphane? Vas-tu, Oui, ça va. On va survivre. Prends une gorgée, là, c'est le temps. Merci tout le monde. Ben oui, nouvelle équipe de cette année, le Régiment de Terre-Neuve, là, qui a jeté son dévolu sur Jonathan Saint-Hilaire au 146e rang. Ensuite, 154e rang, Lucas Morin, défenseur natif de Sainte-Marie, qui, lui, n'aura pas à déménager si loin que ça, Stéphane. Parce qu'il était repêché par les Remparts de Québec, donc à 35 minutes, 40 minutes là, de son chez-soi. Donc, 154e rang. Et 183e rang, Ludovic Plante, joueur de centre, qui lui qui est natif de Saint-Éphrem-de-Beauce, on va du côté de Gatineau. Et j'avais dit un doublé tantôt, Stéphane, mais en réalité, c'est un triplé parce que au 199e rang, Christopher Saint-Hilaire, qui lui aussi s'en va du côté de Bécomo, attaquant natif de Sainte-Marie. Donc, vraiment une belle cuvée du côté des Chevaliers là, dans ce repêchage-là. Surtout qu'on a quand même 2 choix dans le top 20. C'est quand même, je dirais pas rare, mais habituellement en termes de. Je ne vais pas dire en termes de qualité, c'est moins bon, mais c'est un peu pour faire l'équivalent des Chevaliers
avec la LHGMQ, c'est un peu avec les Québécois, avec la LNH. Quand tu as un choix top 5, top 10, tu es vraiment content. Quand tu peux en avoir 2-3 en première ronde, ben, c'est une réussite. Et là, ça a été le cas là, du côté des Chevaliers cette année. Donc, on va évidemment suivre le parcours de ces joueurs-là avec beaucoup d'attention. Et je ne m'en dirai pas que je vais essayer d'en avoir peut-être un ou deux là, dans les prochains épisodes là, pour venir nous parler de cette aventure-là qui est l'année du repêchage au niveau M18 3A. De quoi ça a l'air? Est-ce que c'est un peu comme la GMQ et tout ça? Ben, on va pouvoir en discuter. On va essayer de. On va travailler fort sur le dossier, un peu comme Ken News avec le dossier Gallagher. On va essayer de closer ça bientôt. Un beau préambule. Sinon, quelques petites histoires là, rapidement que je veux partager, là, parce qu'évidemment, comme j'ai dit, à chaque année, on a tout le temps des belles histoires qui sortent du repêchage. L'année passée, c'était à Rimouski, dans tes contacts, là, le recruteur qui a repêché son fils de mémoire. Oui, François Grenier, qui est mon cousin, en fait, là, qui est Malik Grenier. Donc, oui, il a recruté son fils, là, je pense, en 5e ou 6e ronde. Donc, c'est une belle histoire, ça. Ben écoute, on a eu une histoire similaire, Stéphane, avec les Remparts de Québec. Et c'est Simon Gagné, l'ancien joueur de la LNH, qui a eu l'occasion de repêcher son fils dans les rondes plus tardives, là, mais quand même, ça doit être un moment assez émouvant. Tu penses à ça, tu es sur le point de repêcher ton fils. Tu sais, c'est toi, le père, qui donne la chance à ton fils de jouer dans la LHJMQ. C'est quand même assez... pas mal sûr que la famille devait... on peut-être célébrer ça au Ashton après ça. Le retour à Québec avec une bonne petite poutine ou... écoute, c'est à Québec, c'est typique Québec. 100%. Au Normandin, peut-être aussi. Là. Peut-être. Mais bref, pas mal sûr qu'on était contents du côté des parents et famille, amis et tout ça, de pouvoir faire vivre ce moment-là. Un autre aussi moment qui était le fun du côté de Victoriaville, c'est Zach Slayer, lui, qui a été repêché par Victoriaville, là où son père a joué avec les Tigres aussi 4 saisons, et non seulement ça, mais il a réussi à remporter le Coupe du Président aussi avec les Tigres. Donc, pour les partisans plus âgés des Tigres qui ont pu voir ça de leurs propres yeux, eh bien, ils pourront peut-être voir quelque chose de similaire avec le fils, maintenant, qui, évidemment, c'est pas sûr qu'il va faire l'équipe, mais ça serait quand même bien là, qu'on réussisse à se tailler un poste là, du côté de Zach et qu'on puisse répéter la même histoire plusieurs années plus tard, là, après que le père ait réussi à permettre aux Tigres de remporter des grands honneurs. Et ma dernière petite histoire, le fun, c'est Henri Lasselle qui a été repêché par l'Océanique de Rimouski, qui, lui, son frère a commencé sa carrière là-bas et il a fait frais de l'actualité récemment. William Lasselle qui s'en va du côté de la NCAA. Eh bien, c'est son frère, lui qui avait débuté du côté de Rimouski avant d'être échangé à Blainville. Et là, on a su là, tout récemment qu'il allait quitter là, pour la NCAA pour poursuivre son chemin là-bas. Et ça a fait une belle transition, Stéphane, parce qu'on va parler de cette fameuse nouvelle réglementation, des changements proposés, des changements qui ont été remodifiés par la suite parce que ça avait semé la grogne un petit peu. On va tout résumer ça parce qu'évidemment, là, c'est quand même beaucoup d'informations en si peu de temps. Mais pour les gens qui ne suivaient pas tant le dossier ou qui n'ont pas vu ça passer, la NCAA voulait changer un peu la fenêtre là, pour être éligible à la NCAA pour, dans le fond, c'est en mai qu'on a proposé que une fenêtre de 5 ans, en fait, que les joueurs ont pour jouer dans la NCAA. Et cette fenêtre-là commençait immédiatement à 18 ans ou lors de la graduation là, du jeune. Donc, du moment que tu as gradué high school, au secondaire au Québec ou peu importe, là, vers 17-18 ans, eh bien, ta fenêtre commençait là. Tu as 5 ans pour jouer dans la NCAA. Si tu attends de jouer à 19, si tu attends de jouer à 20 ans, ben, tu perds des années que tu pouvais jouer dans la NCAA. Puis évidemment, cette réglementation-là n'a pas fait plaisir vraiment là, à plusieurs, en fait, parce que ça punit les joueurs de la LCH qui veulent aller jouer là-bas, parce que là, ça les force à jouer dès 18 ans NCAA s'ils veulent, évidemment, là, jouer leurs 5 ans là-bas. Et évidemment, ben là, la LCH est perdante là, dans ce cas-là. Mais là, on a finalement, on a corrigé le tir un petit peu du côté de la NCAA avec une nouvelle proposition. Cette fois-ci, cette fenêtre de 5 ans-là serait toujours là, mais dans le fond, elle commence soit le moment où tu annonces ton engagement avec une équipe de la NCAA ou à 19 ans. Donc, si tu joues à 17, 18, 19 ans, tu gardes tes 5 années pour jouer de la NCAA. Si tu joues à 20 ans, tu as 4 années. Si tu joues à 21 ans, tu as 3 et ainsi de suite. Là. Donc, plus que tu avances en âge, eh bien, moins en fait que tu as
d'années pour jouer là-bas. Évidemment, ça change un petit peu les choses, mais pas tant parce qu'un gars comme Gavin McKenna cette année peut quand même aller jouer dans la NCAA s'il juge qu'il est prêt. Puis évidemment, on sait que les universités américaines aiment tendre de gros billets pour attirer les joueurs là, canadiens vers leurs universités. Fait avant d'aller avec mon opinion par rapport à ça, Stéphane, écoute, je parle depuis tantôt, je vais te laisser, je vais te faire une passe à la palette, une belle petite passe soulevée là, directement sur le tape dans l'enclave. T'en penses quoi de tout ça, toi, de cette réglementation-là, de cette modification-là? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Ben, écoute, ça amène peut-être un petit baume sur les choses. Par contre, on en parlait avant le podcast, puis j'avais pas eu la mauvaise information. J'avais peut-être divulgué la mauvaise information sur mon Facebook disant que les joueurs passaient de 19 ans minimum. Mais c'était pas clair au début. 17 ou 18, c'est ça. Tu peux quand même le faire à partir de 17-18, comme tu disais, mais c'est un maximum de 5 ans. À partir de, dans le fond, 19. Dans le fond, jusqu'à 24 ans. Là. Donc, écoute, je pense que l'exode va peut-être pas s'arrêter. Je pense que les grosses vedettes, comme tu dis, vont probablement le faire. Puis on en a parlé aussi dans l'autre podcast avant, Max. Maddox Dagenet qui a décidé de ne pas y aller avec Penn State, même s'il y avait un chèque de 6 chiffres, là, on ne sait pas le montant exact, mais on suppose que c'est un bon chèque. Il a décidé de rester avec les remparts. Bonne affaire. Mais ça reste que c'est une éligibilité qui va être faite probablement plus tard pour certains joueurs. Puis j'en parlais, tu sais, comme je disais, j'ai 2 gars de la LHJMQ dans mes employés à job, dont un gars de 20 ans, Julien Lantier, que lui va probablement finir son dernière saison à Shawinigan, peut-être être échangé à la période de transaction cet été pour une équipe pour la Coupe. Et après ça, va aller jouer probablement avec la NCAA parce que ça lui donne la chance à 21 ans d'aller jouer encore 3 ans dans la NCAA. Puis pour lui, pour son développement, pour l'école, puis pour tout, c'est plus avantageux. Donc, tu sais, c'est pas pire. Je peux un peu graviter alentour de ça maintenant, alors que j'ai 2 gars qui font ça. J'en ai un de 17 là, qui est très, très jeune, que lui, il n'a pas d'aspiration dans la NCAA pour l'instant, mais ça reste que je trouve l'opportunité quand même bonne au niveau des joueurs, mais je trouve que ça permet au moins à la LCH d'essayer de peut-être freiner l'exode plus jeune pour ces joueurs-là, mais évidemment, ça doit donner de plus pour les équipes. Évidemment, si ton joueur vedette part à 19 au lieu de 18, ça l'aide. C'est quand même une année de plus que tu peux peut-être... on sait que c'est des cycles à la LHJMQ, mais je pense que ça va peut-être faire en sorte que ces cycles-là vont être moins importants. On va essayer d'aller de plus avec des équipes qui sont bonnes peut-être sur 4-5 ans, avec des joueurs qu'on sait qui vont rester ici. Là où peut-être que la LCH peut être gagnante, c'est s'il y a des joueurs. Parce que, tu sais, les vedettes, là, ça change absolument rien. Parce que tu regardes là, les joueurs vedettes qui vont jouer NCAA, il n'y a personne qui va jouer 5 ans dans la NCAA. Tu sais, Maddox Dagenet, s'il avait décidé d'y aller la saison prochaine, il n'aurait pas joué ces 5 ans. Parce que les joueurs, ils jouent une année, des fois 2, puis après ça, ils signent leur contrat pro. Puis après ça, ils s'en vont dans la Ligue américaine. Donc, pour ça, ça ne change absolument rien. Les joueurs vedettes, les joueurs qui vont être repêchés première ronde, s'ils ont une bonne offre de NCAA, ils vont y aller parce qu'ils ne vont pas là pour l'école. C'est plate à dire, mais ils vont pas parce qu'ils ne finissent pas leurs études. Ils vont là pour aller jouer dans un meilleur calibre parce que le gars qui fait 100 points à 17-18 ans, là, qu'est-ce qu'il va aller faire à 18-19 ans dans la LCH? Ouais, t'as raison. Tu sais, quand même, qu'il fait 130 points, 140 points, au final, c'est-tu bénéfique pour son développement? Tu sais, il y a eu ces discussions-là dans le passé de. Puis on va le voir là, parce que aussi une autre réglementation qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais les joueurs qui sont repêchés première ronde, il pourra en avoir un par équipe dans la LNH ou de quoi de genre qui va pouvoir jouer dans la Ligue américaine dès la saison de ses 18-19 ans. Donc, ça aussi, il faut en prendre en considération. Puis on disait que c'est une bonne chose parce que justement, le gars qui va faire 140 points à sa saison de 19 ans, il serait pas mieux d'aller jouer dans la Ligue américaine à la place contre une meilleure compétition. Et là, il y en a qui disaient ouais, mais tu sais, c'est quand même une bonne marche entre le junior et la Ligue américaine, ce que je suis totalement d'accord. Mais la NCAA, c'est un peu le tremplin entre les deux. Tu sais, la NCAA, tu joues contre des joueurs plus vieux, mais pas des joueurs qui ont 300-400 matchs chez les professionnels. Tu sais, c'est quand même des joueurs universitaires, donc tu sais, c'est une coche de plus, mais juste en dessous de la Ligue américaine, donc c'est juste parfait. Fait que tu sais, les joueurs qui vont être repêchés première ronde, la plupart, puis on le voit présentement là, lors du prochain repêchage, pratiquement tous les joueurs qui jouent à la LCH cette année vont jouer NCAA l'année prochaine. T'sais, il y en a plein là, qui ont annoncé
Il y a Daxton Rudolph, qui est un autre choix top 10 pressenti qui vient d'annoncer tout récemment qui s'en allait du côté de Denver. Là, il y a le dossier de Landon Dupont qui n'est pas réglé, qui lui qui est pressenti pour être le premier choix au total l'année prochaine. Mais le gars a déjà brûlé la WHL à 17 ans. Il n'y a plus d'affaires là. Puis les gens qui l'ont vu à Coupe Memorial ont pu le constater à quel point il est bon aussi. Fait que lui, c'est clair qu'il s'en va dans l'NCAA l'année prochaine. Puis après ça, il va peut-être jouer une autre année après. Puis il va signer, puis il va signer dans la LNH. Il ne fera pas ses 5 ans. Fait que mon point, c'est que pour ces joueurs-là, ça ne change rien. Là où ça peut changer, c'est le tiers en dessous. Tu sais, les joueurs qui ne sont pas des super vedettes, sont quand même des bons joueurs dans la LHJMQ ou dans la OHL, WHL, mais c'est pas les tops. Fait que eux, ben, s'ils attendent une année de plus avant d'aller dans la NCAA, puis qu'ils savent qu'ils ont quand même une longue route avant la LNH, ben, ils vont peut-être être enclins à rester à 19 ans dans la LHJMQ si, exemple, leur équipe est pressentie pour gagner les grands honneurs. Si l'équipe accueille la Coupe Memorial, par exemple, ben, ils vont peut-être être plus enclins à rester dans leur équipe junior pour cette année-là. Puis après ça, ils iront là, dans la NCAA l'année prochaine. Donc, il y a eux que ça pourrait peut-être changer quelque chose. Tu sais, je parle un exemple que j'ai dans la tête. C'est Liam Lefebvre, qui lui joue pour les Saguenay-Chicoutimi, qui a joué d'ailleurs à la Coupe Memorial, on a pu le voir, on connaît une bonne saison cette année. Ben lui, en fait, je dis c'est un exemple, mais lui, il a 19 ans parce que l'année passée, il a été repêché. Mais tu sais, quand même, mettons que ça avait été son année de repêchage cette année, ben il aurait pu attendre une année de plus, jouer encore à Chicoutimi, puis peut-être se faire échanger si jamais ça ne marche pas là, avec les Sags, parce que là, c'est l'après-Coupe Memorial, fait que ça se peut qu'on en arrache plus du côté de Chicoutimi, pour aller jouer encore une fois à la Coupe Memorial ou avoir des chances du moins de jouer à la Coupe Memorial. Puis après ça, à 19 ans, ben là, tu peux lever les feux pour la NCAA, puis tu as ton 5 ans full. Tu vas peut-être en jouer 3, 4, pas nécessairement 5, mais au moins, tu vas avoir tes 5 années là, disponibles au cas où. Fait que c'est plus pour les joueurs de second ordre, de troisième ordre, que ça peut changer de quelque chose, qu'on peut les retenir un an de plus dans le junior canadien. Mais, tu sais, Landon Dupont, je confirme qu'il va jouer une l'année prochaine. Puis je te dirais que Alexis Joseph du côté de Saint John, soyez pas surpris si après son année de repêchage, il lève les feux lui aussi pour la NCAA, parce que la NCAA va toujours avoir le dessus sur les équipes juniors parce que c'est plus encadré scolairement parlant, si ça se dit. Je ne sais pas si scolairement c'est un mot dans le Larousse, mais en tout cas. Au niveau scolaire, c'est plus encadré. Il y a moins de matchs, plus d'entraînement. Puis l'argent, Stéphane, écoute, Maddox Dagenet, qui est un choix pressenti pour être première ronde, mais on ne parle même pas d'un choix de top 10, on ne parle même pas d'un choix de top 15. Puis selon ce qui circule, comme tu as dit tantôt, je pense que c'est Michael Alancet du Soleil qui avait avancé ça. L'info, il y avait l'université américaine, je pense que c'est Penn State, qui a avancé un contrat d'un 6 chiffres. 6 chiffres, Stéphane. Il n'y a personne dans le junior canadien qui peut accoter ça. Là. Personne. Tu as 17 ans, tu as 17-18 ans, tu te vas offrir un 100 000, 200 000, 300 000. Avec une éducation intéressante, tu joues contre des joueurs plus vieux, donc tu peux te développer encore plus. Tu peux faire quoi pour la LCH contre ça? Puis heureusement pour les remparts, comme tu as dit, Maddox Dagenet a décidé de rester à Québec. Puis ça, c'est un beau cadeau pour Simon Gagné parce que les remparts, un peu comme on parlait tantôt avec les Foreurs, c'est pas cette année, c'est peut-être plus dans 2 ans, mais on commence à se bâtir un club qui a de l'allure. Quoique dans 2 ans, là, probablement qu'il va partir, Maddox Dagenet, par contre. Mais tu sais, l'an prochain, on devrait avoir un club quand même solide, surtout si on attire Carter Mayer, qui est un choix très haut pour le prochain repêchage. Mais là, ça, c'est un autre dossier qui est un peu nébuleux, là, parce qu'il faut qu'il demande sa libération avec le USNTDP. USA Hockey ne veut pas le laisser aller, donc ça prend une compensation de plusieurs milliers de dollars pour essayer de le sortir de là. Est-ce que ça va marcher? On ne le sait pas. Mais si on réussit à l'attirer, c'est quand même un autre joueur de premier plan. En plus, on a encore de la place pour repêcher un Européen parce qu'on a échangé Andreas Straka au Husky en vue de la prochaine saison. Donc, on pourrait ajouter un euro aussi quand même intéressant. Donc, on pourrait se bâtir un club de fun. Donc, le fait que Maddox Dagenet revienne, écoute, c'est un cadeau du ciel pour Simon Gagné parce que s'il fallait qu'il parte, ça aurait fait énormément mal. Vraiment. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment on va y aller de ce côté-là, mais oui, c'est un petit pas, c'est un pas en avant, si on veut, parce que pour certains, on va peut-être réussir à retarder d'1 an, mais contre les espoirs de premier plan, les choix de première ronde, qui sont les joueurs qui sont pressentis pour être des choix de première ronde, à moins d'être comme Maddox Dagenet puis de démontrer une certaine fidélité à ton club junior,
je veux dire, les autres conditions, tout est mieux dans la NCAA, malheureusement, pour la LCH. C'est plate, là, mais c'est moins de matchs, plus d'entraînement, plus d'argent, puis tu as de l'école en plus. Tu peux pas rivaliser contre ça. Non, tu pourras jamais non plus. Là. Je veux dire, à moins que les organisations deviennent ou qu'on devienne une organisation ou un setup à faire de l'argent, peut-être que ça va se faire, mais ça se fera probablement pas dans les prochaines années. On n'est pas comme ça de toute façon. Nos universités au Canada ne sont pas bâties de cette façon-là. Il ne faut pas se leurrer. Là. Aux États-Unis, c'est super facile pour eux de mettre un 100 000 ou un 200 000 ou un 300 000 sur un joueur quand le football américain fait tellement de sous avec la NCAA. Donc, tu sais, c'est un monde complètement différent. Cet exode-là aussi va aussi d'une autre façon, parce que l'école, malheureusement, notre système scolaire est un petit peu, je vais être méchant, là, mais un peu arriéré. Puis je veux pas dire que les profs font pas la job, c'est pas ça le but aujourd'hui, mais le système américain est beaucoup plus simple. C'est très, très unilatéral. On s'en va vers l'avant, puis c'est fini l'université. Oui, ça coûte des sous, mais n'oubliez pas, si vous jouez Division 1, que ce soit au golf, que ce soit au hockey, que ce soit dans n'importe quel sport, vous êtes Division 1, c'est un scholarship automatique. Donc, on a déjà pas de dette avec l'école en sortant de là. Donc, c'est plus avantageux pour ces jeunes-là. Puis évidemment, mais on fait tout ça en anglais. Donc, pour les joueurs vedettes déjà en anglais, comme Landon Dupont, McKenna et tout ça va se faire. Mais pour les jeunes Québécois qui savent que si un jour on va faire la Ligue nationale ou malheureusement le marché du travail, c'est beaucoup de bilingues, là, on va se le dire. Là. Donc, ces jeunes-là ont espoir de travailler un petit peu en anglais ou au moins d'être bilingues à 100%. Donc, c'est un avantage que la SCH n'a peut-être pas présentement. Puis après ça, on y va avec les salaires, on y va avec le système de Hockey Québec, Hockey Canada. On sait très bien comment on a de la difficulté dans les dernières années à retenir, à faire des bonnes choses, à prendre des bonnes décisions. Et encore une fois, là, ça ne sera pas facile cette année avec Hockey Québec. Là. Moi, je baigne dedans. On en reparlera peut-être l'année prochaine, mais que je sois un petit peu plus outillé pour en parler. Mais il y a des règlements qui s'en viennent qui vont être encore difficiles. Les fusions, le nombre d'équipes 3A, le nombre d'équipes 2A, et ça en vient, moi, je pense un petit peu, on s'en va à côté de la traque avec ça, mais ça reste qu'il va falloir à un moment donné va falloir s'asseoir les dirigeants de chaque organisation de la LCH, voir le modèle américain ou le modèle européen, comment ça fonctionne, puis peut-être essayer de piger des idées d'un bord puis de l'autre pour essayer d'aider à ce que cette zone-là ne fasse pas trop mal et surtout qu'on puisse garder nos joueurs vedettes le plus longtemps possible. C'est correct qu'ils s'en aillent peut-être à 20 ou à 19 ou à 20 ans s'ils ne font pas la Ligue nationale, mais ça reste que, vous le savez entre vous et moi, Demidov a 18 ans avec le Canadien de Montréal. Il y en a plein dans la LCH qui sont prêts à sauter dans la Ligue nationale à 18 ans. Puis les équipes qui vont le faire. Puis honnêtement, d'un autre côté, comme Maddox Dagenet qu'on parlait, peut-être que Maddox va être repêché, puis lui, il s'est dit, mais je vais attendre de voir ce que l'équipe qui va me repêcher va me dire. Si un jeune repêché cette année se fait dire par l'organisation, écoute, va jouer un an à NCAA, tu vas rejoindre le club école après à 18 ans, mais il va faire ça. Tu sais, à un moment donné, ça se peut que les agents demandent de plus en plus d'attendre au repêchage pour que ces joueurs-là sachent avec quelle équipe ils sont repêchés. Et ensuite, ça va être quoi la marche à suivre du côté des équipes avec les jeunes prodiges de première ronde. Ça peut être cette option-là qu'on va voir aussi. Donc, le 19 ans fait un peu plus de sens au niveau de la NCAA pour le développement à court terme si jamais on veut que ces jeunes-là retournent à la NCAA à 19 ans. Mais sinon, il y a aussi l'envers de la médaille également, parce qu'on parle beaucoup des joueurs canadiens qui vont dans la NCAA, mais la tendance, c'est que maintenant, il y a plus d'Américains qui vont venir à 17-18 ans pour jouer ici au Canada avant d'aller dans la NCAA. Puis on a remarqué une hausse quand même importante là, depuis 2 ans. Ouais. C'est Michael Alancette qui tweetait, je l'ai ici. Là, il y a eu 50 Américains qui ont été repêchés au repêchage de la LHJMQ. Il y en a eu 37 l'an dernier et 12 en 2024. Fait qu'en 2 ans, ça a pratiquement quadruplé le nombre d'Américains qui ont été repêchés. Les Moussets d'Halifax, à eux seuls, on a repêché 8 dans le dernier repêchage. Donc, c'est. Puis, on parlait de Moncton aussi, qu'il y en avait plusieurs. D'ailleurs, du côté de Blythe, on a confirmé qu'on allait jouer une autre année à Moncton avant d'aller à Michigan State. Fait que, tu sais, c'est pas tout noir non plus, je veux dire. Puis, tu sais, Tommy Blythe, c'est un joueur qui pourrait être repêché première ronde, peut-être même deuxième ronde au gros top. Mais c'est un joueur qui a vraiment eu une ascension incroyable lors de cette saison. Là, on ne le voyait pas du tout première ronde en début de saison. Puis là, on commence à le voir dans certains repêchages simulés là, dans le top 20, top 32, là, si on veut, pour la première ronde. Fait que, il y a du talent qui vont quand même rester ici au Québec, qui vont venir jouer. C'est juste que ça va tellement être un casse-tête pour les DG parce qu'on ne sait pas. Puis ça, j'espère qu'il y a des joueurs
qu'ils vont être quand même transparents par rapport à ça. Ouais, j'espère que oui. Parce que, tu sais, je peux comprendre que peut-être qu'au début, tu ne penses pas jouer NCAA, mais là, après ça, tu vois l'offre de, je sais pas, de Michigan, qui est une grosse université de hockey, qui t'offre dans les 6 chiffres pour aller jouer. Ben là, ça change la donne. Mais j'espère que les joueurs qui ont déjà en tête de jouer dans la NCAA vont être transparents avec leur club. Ils vont dire, gars, écoute, je suis prêt à te donner 2 saisons, 1 saison, 2 saisons, mais après ça, je vais probablement quitter vers les collèges américains. Fait que ça va donner un peu l'heure juste pour les DG, puis ils vont pouvoir construire leur équipe en conséquence. Ils vont se dire, bon, ben là, je ne peux pas viser telle année parce que là, je vais perdre tel gars, puis tel Exact. gars via la NCAA. Alors que si tu l'apprends l'année même, ben tes plans sont finis. Là. Je veux dire, tu as bâti ton équipe pour cette année-là, puis tu apprends genre sur le tas que tu en as 3 qui partent. C'est pas en temps. Fait que tu sais, on est encore en mode faut s'adapter d'une part du côté des joueurs, mais aussi du côté des dirigeants. Mais je pense que, un peu comme un couple, Stéphane, je pense que la communication, c'est la clé. Il faut être honnête, il faut être transparent puis dévoiler c'est quoi nos réels plans pour donner une chance au moins. Regarde, si je le sais que dans l'année prochaine, tu vas quitter, ben je vais t'échanger à une équipe qui aspire aux grands honneurs cette année. Je vais aller me ramasser mon lot de choix au repêchage puis de jeunes joueurs, puis je vais recommencer, je vais rebâtir. Au lieu de l'apprendre à la dernière minute, puis tu perds le gars pour absolument rien. Tu n'as pas pu le liquider, tu n'as pas pu rien faire. Fait que, écoute, on est en processus de changement dans tout ça. Il y a peut-être d'autres réglementations qui vont suivre également, là, éventuellement. Parce que là, je pense que ça a été proposé, mais je pense pas que ça a été décidé, coulé dans le béton à 100%. C'est plus la NCAA qui a modifié un peu sa proposition par rapport à ça, mais je pense pas que c'est encore coulé dans le béton. Donc, possiblement avoir une autre mise à jour à faire dans le mois prochain, puis qu'on s'en va carrément vers d'autres choses aussi. Mais présentement, c'est ça les informations, c'est qu'on veut modifier un petit peu cette fameuse fenêtre de 5 ans pour un peu essayer de faire plaisir à tout le monde et que ça ne fasse pas trop mal à trop de gens, là, cette nouvelle réglementation-là. Exact, mais ce que j'aime au moins, c'est qu'on travaille sur le dossier du côté de Hockey Canada puis du processus. Je pense qu'on voit ce qui se passe. Je pense que les dirigeants, surtout les propriétaires des équipes des ligues, des différentes ligues juniors, doivent avoir leur mot à dire là-dessus. Mais d'au moins voir que ça va de l'avant, fait qu'on y pense puis qu'on réfléchit à ça, c'est déjà un gros pas, je pense, vers l'avant du côté de la CHL, donc la Ligue canadienne de hockey. Ouais, écoute, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire du côté dans les futurs projets. Puis écoute, on va en parler, je pense, de plus en plus dans les prochaines semaines ou les prochains mois avec les repêchages, avec les exodes, des choses comme ça. Fait que c'est intéressant, Max, honnêtement. Puis ça fait en sorte que ça fait des bons débats. Ça fait en sorte que les gens ont des opinions là-dessus. Puis que les gens, on voit que le hockey, ça nous tient à cœur. Puis qu'on a besoin d'essayer de trouver des solutions à ça. Donc tant mieux. Écoute, je viens d'aller chercher la liste de joueurs là, qui. Les joueurs américains, là, excuse, pas les joueurs américains. L'avantage, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le joueur américain, lui, a du fameux collège, là, du college hockey jusqu'à l'âge de 17 ans minimum. Donc, un jeune qui veut jouer college, après ça, NCAA, rentre à 17 ans. Donc, il faut qu'il joue l'année de 15, 16 et 17 dans le college hockey aux États. Tandis que s'il vient jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, mais là, il profite du fait qu'il peut jouer à 16-17. Et là, comme j'ai dit, je viens de chercher la liste là, des espoirs de cette année qui sont en première ronde. Ben, on va dire, mettons, les 2 premières rondes. Là, écoute, la liste est longue. Je vais tout vous la faire, cette liste-là. Regardez à quel point il y a plus grand monde qui vont jouer LCH l'année prochaine là, parmi ces joueurs-là. Gavin McKenna, évidemment, lui était parti l'année d'avant. Là, il avait joué à Medicine Hat dans l'Ouest et a joué à Penn State cette année. Chase Reed qui a joué avec les Greyhounds dans la OHL s'en va du côté de Michigan State. Écoute, mes logos d'NCAA sont pas très, très. Je les reconnais pas tous, mais je pense que c'est Michigan State. Donc, l'année prochaine, va jouer là-bas. Caleb Melotra, qui a joué cette année avec Brantford dans la OHL, s'est commis avec Boston University. Keaton Verhoff, qui joue avec Victoria en 2024-2025, a quitté un peu comme McKenna l'année d'avant pour jouer avec North Dakota cette année. Donc, lui est déjà parti. Carson Carrolls, qui lui a joué avec Prince George. Ça, c'est juste. Là, ça, c'est un repêchage simulé. Là, je suis en train de vous nommer les. Je suis rendu au 6e choix. Là. Sur 6 choix,
Il y a un Européen, Stenberg, qui est un peu le mouton noir du lot parce que lui, il est pas. Il va jouer dans le pire des cas, il va jouer en Suède professionnel s'il ne vient pas tout de suite dans la LNH. Mais les autres, les 5 autres, là, c'est 5 joueurs qui ont joué dans la LCH ou qui ont joué dans la LCH qui s'en vont NCA. Là. Donc, on est quand même 5 en 6 à date. Après ça, il y a Albert Smith qui, lui, joue en Europe et il n'a pas présentement d'université. Tynan Lawrence, lui, jouait déjà dans la NCAA. Donc, lui, mais c'est un autre joueur canadien qui, lui, a joué aux États-Unis plus jeune. Et là, il va rester là-bas. Daxon Rudolph, comme j'ai dit, ça s'est fait récemment, va jouer à Denver, lui qui joue avec Prince Albert. Ethan Belchetz, lui qui joue à Windsor cette année, 6-5, 2-27, va jouer avec Michigan State prochainement. Ryan Lynn, qui est un autre joueur qui est pressenti pour être un choix de première ronde, s'en va du côté de Denver. Après ça, on a Xavier Villeneuve, que lui joue avec l'Armada de Blainville cette année, s'en va du côté de Boston University. Quel bon choix judicieux, parce qu'évidemment, Boston University, c'est eux autres qui ont développé les Hudson, entre autres, Cole et Lane. Et c'est un peu son style de jeu aussi là, à Villeneuve. Fait que disons qu'il va être à la bonne place là, pour se développer. Après ça, tu as Nikita Klepov, qui lui, c'est un Américain, mais il a joué du côté de Saginaw cette année et s'en va du côté de Michigan State. Après ça, on a JP Hulbert qui, lui, a joué avec Ken Loop cette année. C'est un Américain aussi qui est venu du côté de la LCH, mais là, s'en retourne dans la NCAA avec Michigan. Après ça, on a Tommy Blythe qui s'en va. Là, je vais aller rapidement. Là, mais on a Tommy Blythe qui s'en va du côté de Michigan State. Ben McBeat qui s'en va du côté de Denver. Après ça, Yagar Shilov qui, lui, va jouer à Victoire l'année prochaine, mais après ça, s'en va du côté de Penn State. Confirmé en passant. Après ça, Brooks Rogowski qui s'en va du côté de Michigan State. Jackson Carver qui a joué à London s'en va du côté de Penn State. Ryder Kelly qui a joué à North Bay cette année s'en va à Providence. Pierce Mbui qui lui a joué à Owen Sound cette année s'en va du côté de Penn State. Écoute, il y en a une tonne, Stéphane. Puis ça, là, je suis rendu au choix 50. Là. Tout ce que je vous ai nommé, là, c'est dans le top 50 présentement. Là. Fait que, tu sais, je regarde la liste, puis il n'en reste plus de joueurs qui jouaient LCH qui sont pas commis à part Dagenet. Il y a Novotny du côté de Peterborough. Preston qui n'a pas de place encore à date. Il y a Liam Rock, mais il y a eu des rumeurs avec les frères Rock qui pourraient, là, les deux, là, s'en aller NCAA aussi. Fait que, bref, ça va être un dossier à suivre, mais écoute, on va espérer qu'on va finir par trouver une réglementation qui va freiner un petit peu plus que qu'est-ce qu'on a même proposé pour la modification. Là. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais écoute, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais présentement, disons que je ne suis pas très, très optimiste là, pour la LCH, du moins dans les années à venir. Ça va être difficile en tout cas, ça c'est sûr, certain. Il va falloir se débattre, on n'aura pas le choix, il va falloir se battre du côté de la LCH, mais honnêtement, l'exode est déjà parti. Je pense que les valves sont ouvertes. Ça nous faisait peur, Max, l'année passée. On a commencé la saison du podcast avec Etchemin, puis on en avait parlé. Et ça a juste continué. Les écluses sont ouvertes là, du côté des États-Unis, malheureusement. Écoute, Steph, on va laisser un peu le hockey junior de côté NCAA. On va parler un petit peu du Canadien parce que il y a le fameux dossier de. Ouais, c'est le Canadien, là, l'équipe qui a un C comme logo. Là. Écoute, parce que je veux qu'on en parle parce qu'il y a quand même des rumeurs qui circulent. Bon, on ne reviendra pas sur le dossier Matthew Nice parce que ceux qui ont écouté le podcast régulier de Hockey sur le Monde, on en a parlé. Mais là où je veux t'amener, Stéphane, c'est qu'il y a d'autres noms qui circulent. Il y en a certains qui se prononcent aussi sur les besoins du Canadien parce qu'évidemment, le Canadien a besoin d'un deuxième centre. Mais il y en a plusieurs qui pensent qu'on a besoin aussi d'un partenaire pour Lane Hudson, ce qui n'est pas faux parce que c'est pas normal qu'il y ait un Jayden Struble qui joue dans le top 4 avec Hudson. Puis c'est rien contre Struble. C'est juste pas son rôle, malheureusement. Non, c'est tout. Et les noms qui ont commencé à circuler, juste qu'on aille là-dessus, parce qu'il y a quand même quelques noms. Là où il faut qu'on fasse un trait sur des noms, il y a Robert Thomas, du côté des Blues, on a décidé qu'on ne l'échangeait pas. Nico Hischier, c'est un nom qui a circulé beaucoup, mais semblerait-il qu'il serait plus près d'une entente avec les Devils, plus que d'être échangé finalement. À long terme. Fait que là, il reste deux noms qui circulent, puis qu'on se demande un peu, bon, est-ce que ça pourrait être des cibles pour le Canadien? Le premier, on se dirige du côté des Rangers de New York et j'ai vu le nom de Vincent Trocheck circuler. Écoute, ça fait 3 ans, je pense. Ça fait 3 ans, mais je veux t'entendre là-dessus, Stéphane, parce que oui, on recherche un deuxième centre du côté du Canadien.
Par contre, est-ce que Trocheck fit vraiment avec ce que le Canadien veut? Parce que il est rendu à 32 ans. Je sais qu'on veut essayer un joueur peut-être probablement plus jeune pour que ça cadre avec le noyau actuel. Mais là, lui, il est plus loin. Là. Il est à 32 ans. Euh, Sa production, elle chute quand même. Là. Il a eu 77 points en 23-24. Après ça, l'année d'avant, il a eu 59 en 82. Là, il a remonté un petit peu à 53 en 67. Mais est-ce que c'est vraiment un candidat réaliste du côté du Canadien ou si tu penses que ça ne concorde pas vraiment avec ce que Ken Hughes doit cibler en fait comme profil? Je pense juste qu'on peut aller chercher le meilleur. Tu comprends-tu? Je pense pas que c'est un mauvais choix. Je pense juste que du côté de l'organisation du Canadien, on peut aller sûrement aller chercher quelque chose de plus intéressant, plus jeune. Christian Trocheck, moi, je le vois comme un troisième joueur, dans une troisième ligne et non une deuxième ligne. Oui, il fait des points, mais par défaut, de mon côté, c'est pas avec une équipe très, très bonne qu'il y a depuis 2 ans, là, malheureusement. Mais je pense que Trocheck a relé sa bosse. On sait quoi s'attendre de lui de toute façon. Quand on va le voir jouer ou comment on le voit. Mais selon moi, non. Je pense qu'on a d'autres choix à chercher avant lui là, du côté du Canadien de Montréal. En tout cas, il faut passer à d'autres mondes avant lui. Là. Ouais, puis tu sais, comme j'ai dit, ça compte pas vraiment. C'est sûr que Non, son non. contrat est quand même assez raisonnable. Là. Je pense Ouais, qu'il ça reste pour ça, 3 ouais. ans à 5,4 millions, donc ça ferait pas mal sur la masse salariale. Mais comme tu dis, je pense qu'on doit viser mieux que ça du côté du Canadien. Surtout que c'est pas. euh, on dit qu'on veut chercher à grossir plus le top 6. Le gars est 5 et 11, 187 livres. C'est pas le gars le plus C'est pas un gars physique. C'est pas un imposant. in Ouais. your face. Là. C'est pas un gars qui est in your face. Là, puis, excusez l'anglicisme, mais c'est souvent ça qu'on a dit. Puis dans les séries, on l'a vu, c'est ce qui manquait le plus aux Canadiens de Montréal. Moi, je pense que par défaut, malgré que c'est un gars qui est presque jamais blessé, là, l'a été cette année pour la première fois en 5 saisons. Là. Mais ça reste que c'est. Tu sais, fait des points, oui, je comprends. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gars comme ça qui n'est pas physique ou on va aller chercher un joueur qui va t'en donner un peu pour ton argent? Moi, je pense que la réponse, la question, c'est. Si on pose des questions, ça y répond automatiquement. Le deuxième nom, écoute, il circule depuis un bon moment lui aussi. Euh, Cadre plus avec qu'est-ce qu'on recherche du côté du Canadien, avec le groupe d'âge aussi. C'est Mason McTavish du côté des Ducks d'Anaheim, un gars de 23 ans, 6 pieds 1, 2,19, un gars qui joue la carte de la robustesse, mais capable de jouer au hockey aussi. Par contre, est-ce que c'est le gars que l'on doit viser du côté du Canadien? Parce que n'empêche que sa meilleure saison en carrière, ça a été 52 points en 76 matchs. L'année passée, il y a eu 41 en 75, moins 15 avec les Ducks, qui était une bonne équipe quand même cette année. S'est fait tasser par Carlson, par Gauthier, entre autres. Donc, tu sais, faut pas oublier aussi, ça a été un choix de top 3 en 2021, mais c'était l'année COVID où il n'y a pas eu beaucoup de hockey, donc c'était difficile d'évaluer les joueurs. La preuve, il y a un Wyatt Johnston qui a passé dans le radar de plusieurs Vraiment, vraiment. et les Stars qui l'ont ramassé, je pense, c'est deuxième tour ou fin premier tour, puis ils sont morts de rire actuellement. Fait que est-ce que McTavish, c'est vraiment la solution? Parce que pour le profil, c'est un joueur qui joue robuste, un gars qui pourrait bien fitter avec Demidov parce que justement, pourrait faire de la place à Demidov, capable de marquer des buts, une saison 22 buts, il y a 2 ans. Il est rendu à 23 ans, donc ça cadre quand même avec le groupe d'âge. Mhm. Mais c'est son potentiel offensif qui me fait peur. Est-ce que c'est vraiment un gars qui peut. Probablement que le joueur qui va traîner le deuxième trio, ça va être Demidov, peu importe, même si c'est un allié, c'est pas un centre. Mais est-ce qu'il va être capable de compléter ce que Demidov fait? Est-ce qu'il va être capable de générer assez d'offensives pour faire marcher aussi Demidov? Moi, juste le fait qu'il s'est fait tasser tellement rapidement par les Ducks. Oui, c'est sûr que quand tu repêches un Carlson top 3, ça aide. Si on cherche un Cotter Gauthier, ça aide aussi. Mais je sais pas, j'ai comme le feeling qu'un petit peu anguille sur roche avec lui, qu'on pourrait peut-être être déçu un peu à la Kirby Duck si on va le chercher. Là. Ouais, je pense que on n'aurait pas les mêmes statistiques que Kirby Duck. Là. Je pense qu'il est pas mal plus talentueux que Kirby Duck. D'où là pourquoi il serait sur un top 6. J'ai l'impression que la personne qu'on va mettre avec Demidov, c'est un gars qui va être capable de compléter la vision et l'intelligence de Demidov. Est-ce qu'un gars comme McTavish peut le faire? La seule affaire que je vois intéressant avec McTavish, c'est que c'est un gars de 23 ans, comme tu dis. Déjà 7 millions, c'est quand même cher là, pour un gars qui a fait juste 41 points l'année passée. Mais je pense que c'est le plafond qu'on ne connaît pas du côté de McTavish. Puis, tu sais, les Ducks, je pense que ça a été une année assez exceptionnelle du côté des autres. Je pense pas qu'on se voyait dans les séries déjà.
On s'est fait tasser du côté de McTavish par des joueurs plus talentueux. Mais j'ai l'impression que du côté de McTavish, on n'a pas le désir de jouer non plus à Anaheim le plus qu'il faut, malgré tout ce qu'on pense. Donc, tu sais, des fois, tu fais un échange pour changer le mal de place. Et ça pourrait être ça que McTavish fait si le Canadien de Montréal vont le chercher. Donc, évidemment, c'est un gars de 23 ans qui est en pleine fleur de l'âge pour les prochaines années avec le groupe actuel du Canadien de Montréal. Mais ça reste que si on met notre dévolu sur un gars comme McTavish, je pense qu'on va lui donner un petit peu plus de latitude du côté du Canadien. On va essayer de le faire débloquer, de le faire jouer à long terme avec justement un Demidov qui, lui, va s'arranger à ce que les jeux se fassent. Malgré que McTavish, c'est plus un fabricant de jeu qu'un marqueur. Là. C'est pas un gars qui marque beaucoup de buts par saison. Mais je pense que la combinaison peut fonctionner, mais ça ne sera pas quelque chose à court terme. Je pense qu'il faut le voir quand même à moyen terme ou à long terme du côté du Canadien de Montréal. Mais encore une fois, est-ce qu'on veut chercher de l'expérience rapidement, vu que la fenêtre visiblement est ouverte à partir de cette année, ou on y va vraiment avec encore un autre effet de jeunesse, peut-être la dernière saison, puis là, après ça, on va focusser vraiment vers une Coupe Stanley. Je ne sais pas. Je trouve juste qu'on dirait que McTavish, ça va faire peut-être un peu comme l'attaquant de Washington là, qui a débloqué. Là. Je ne me souviens pas de son nom, attendez un peu. Là. J'ai un petit blanc. Là. Peut-être un gars comme Dylan Strome là, qui est arrivé puis que ça a peut-être changé un petit peu son mal de place puis qui est devenu quelqu'un de pas mal plus dominant là, à 5 millions. Écoute, c'est sûr que Strome a eu juste une grosse saison. Par contre, avec les Caps, c'est revenu sur Terre assez rapidement là, cette année. Mais je comprends ton point. Mais c'est sûr que tu y mets un gars de talent comme Demidov. Je veux dire, si Oliver Kapanen, puis c'est rien enlevé à Kapanen, il a réussi à marquer une vingtaine de buts. Avec un gars comme Demidov, ben, un gars comme McTavish qui a plus de talent, selon moi, que Kapanen, plus de grit. Oups, pas là. Au petit pop-up de YouTube, désolé. Ça va faire un beau petit bloopers. Mais bon, mon point que je voulais mentionner, c'est que s'il est capable de faire produire un gars comme Kapanen, c'est pas qu'il n'a pas de talent, mais c'est pas un gars que les habiletés d'un gars digne d'un choix top 5, disons. Là. Mais il se place au bon moment, il est à la bonne place, il marque des buts. Mais c'est un gars comme McTavish qui a plus de talent, qui est capable de faire la job aussi. Ça pourrait être intéressant. Mais sinon, tu regardes, si Ken Hughes veut vraiment améliorer son poste de deuxième centre cet été, vers où tu regardes? Parce qu'il n'y a plus grand-chose, honnêtement. Le marché des joueurs autonomes, le seul nom qui était intéressant, de guillemets, c'était Evgeny Malkin, puis ça a été rayé assez rapidement. Là, après ça, tu te ramasses avec des gars de 35 ans, 33, 34 ans qui sont zéro intéressants. Là, le marché des transactions, comme j'ai dit, Ishier, ça a l'air qu'il n'est plus disponible. Robert Thomas n'est plus disponible. Est-ce que tu vas du côté des Islanders pour une deuxième fois puis tu vas chercher un Matthew Barzal, qu'il y a des rumeurs qui pourraient être ça. Mais tu sais, encore là, c'est pas un gros gabarit, c'est pas un gars qui joue robuste. Tu sais, en prenant cette considération-là, ben ça va être difficile de trouver quelqu'un, honnêtement, qui peut jouer sur une deuxième ligne avec Demidov. Oui, 100%. Puis écoute, Demidov va avoir son mot à dire là-dessus, je pense aussi. Pas nécessairement comme un Connor McDavid, mais je pense vraiment qu'on va aller chercher quelqu'un pour... Imagine-toi si le Canadien de Montréal peut avoir deux trios qui font 80 points et plus avec les 6 joueurs, ce serait incroyable. Il y a tellement... je pense que les joueurs autonomes, il n'y a pas tant de monde que ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des joueurs qui sont prêts à échanger. On le voit avec les rumeurs, là. Là, c'est un petit peu intemporel, là, mais tu sais, des rumeurs présentement avec plein de joueurs, le Larkin demande une transaction, puis tout. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'équipes l'été qui vont être prêts à faire des échanges un petit peu plus impressionnantes. Et le Canadien de Montréal a souvent fait ça avec le repêchage, mais ça reste que malgré le nombre de personnes ou le nombre de joueurs autonomes qui est peut-être pas vraiment séduisant, je pense que du côté du Canadien, on va travailler fort pour aller chercher vraiment 2 bons joueurs pour venir chapeauter Demidov, qui est probablement ton prochain joyau dans l'organisation, qui, lui, c'est en passant de parler tantôt, Max, mais devrait signer un contrat à long terme. Les deux parties veulent signer un contrat à long terme du côté du Canadien de Montréal. C'est une méchante bonne affaire. Parce que là, j'essaie d'aller chercher la liste là, des joueurs autonomes là, pour 2026. Là, je vais essayer d'aller... ça sera pas long. Mais je sais que la liste est vraiment pas glorieuse. Puis tu sais, est-ce qu'on pourrait aller chercher avec une... tenter de chercher une solution à court terme puis attendre Michael H, ça peut être ça, la solution aussi? Ah, ça peut être ça, certain. Comme on s'est dit, Max, c'était quoi notre fenêtre, nous autres, pour l'organisation du Canadien pour faire des gros chemins en série? C'était 2028-2029. On est encore dedans. On est juste 2 ans en avance pour les
la finale de l'Est, mais est-ce que le Canadien est assuré de faire la finale de l'Est l'année prochaine? C'est pas fait encore. Puis je regardais, là, moi, j'allais un petit peu la liste des UFA en Parce que, 2026. parce que je viens de voir un nom qui pourrait peut-être être intéressant à court terme, et je dis bien à court terme. Mettez ça majuscule, souligné, gras. Oh, On parle d'un vétéran, là, mais il y a un allez. Claude Giroux qui est disponible, là, qui pourrait peut-être signer 1 an, là, le temps de voir un Michael Age. Parce que c'est lui le premier, là, le premier centre de la liste, si je me fie à Puckpedia, là, c'est Claude Giroux. Après ça, tu as Marcus Johansson à 35 ans. Est-ce que Bobby McMahon, ça pourrait être, il a 29 ans. Kopitar est presque à la retraite. Il y a Boone Jenner, mais Boone Jenner, écoute, ses meilleures années sont derrière lui, on va dire ça comme ça. Jack Roslovich. Scott Lawton. Mais c'est pas un gars qui va jouer top 6 vraiment, là, Scott Lawton. Nick Cousins, Kevin Stenlund, il n'y a rien. Là. Je veux dire, ça sera pas pour ce marché autonome. Fait que, est-ce qu'on peut y aller, on va dire à Kapanen, ben écoute, tu vas y aller cette année encore une fois, fais ton possible, puis on va attendre que Michael Age arrive et qu'il prenne ton spot. Je veux dire, est-ce qu'on va essayer de retarder ça d'un an? Mais tu sais, c'est un peu tannant parce que tu viens d'avoir un gars de 50 buts, tu viens d'avoir un gars qui t'a gagné le Selkie cette année, tu veux pas, puis on en avait parlé la semaine passée, tu veux pas rien faire, rester les bras croisés, puis attendre que le temps règle les choses. Tu veux bouger, tu veux être proactif, tu veux améliorer ton équipe. Fait que j'ai hâte de voir sur qui qu'on va viser, honnêtement, parce que les candidats, à moi qu'il y ait des. Évidemment, il y a peut-être des joueurs qui sont disponibles et qu'on ne le sait pas non plus, là, c'est très possible. C'est certain. Mais si on se fie aux rumeurs qui circulent, à date, Ken Hughes doit se gratter la tête en ce moment, là, parce que. Puis en plus, as-tu vu, je pense que c'est Mathias Brunet de la presse qui a mentionné dans son article qu'on pourrait peut-être même essayer Demidov au centre. Parce qu'il y a la vitesse, il y a la vision du jeu, il peut. Mais rendu là, un choix qui pourrait être intéressant pour 1 an ou 2 ou peut-être 4 ans, c'est qui? Anthony Manta, peut-être? Ben, c'est un allié. C'est moi, ça je te dis, mais si tu mets des Demidov au centre. Ben écoute, c'est là que peut-être la transaction qui a avorté de Matthew Nice faisait son sens parce qu'on voyait des Demidov au centre puis Nice à côté. Ça peut être possible. Personne, je toucherais le moins le joueur le plus pressenti, c'est Alex Stock. Moi, je ne toucherais pas à ça. Oublie non, il y a tellement eu des séries épouvantables là, du côté tout de le salaire qu'il va demander, ça va être une catastrophe. Moi, je ne demanderais pas ça. On a parlé tantôt Jason Dickinson, peut-être. Mais honnêtement, moi, j'ai parlé à Anthony Manta, pas de ça, évidemment. Il vient au magasin une fois de temps en temps. Puis, tu sais, on lui a parlé, on sait qu'il ne signera pas avec les Penguins de Pittsburgh, qui est agent libre à la fin de la saison. 31 ans, connu une très, très bonne saison. Enfin, je pense c'est un contrat qui pourrait quand même être abordable du côté de la Ligue nationale. C'est un gars qui peut être physique quand il veut. Je pense qu'on prend mieux son rôle, surtout après avoir joué avec Crosby. Mais écoute, personnellement, si on est pour penser Anthony Manta, puis c'est rien contre Anthony Manta, là, mais j'irais plus avec Mason Marchment. Ouais, c'est sûr que c'est plus un joueur. Parce qu'il joue plus. Tu sais, Manta, c'est un gros bonhomme, mais c'est pas un gars qui va jouer hyper physique, alors que Marchment l'est plus. On peut aller chercher son lot de points. Il y a eu 45 points en 68 matchs cette année. Avec les Blue Jackets, faut-il le mentionner, les Jackets qui n'est pas une équipe super offensive. Fait que, tu sais, si tu y mets un Demidov à côté, ben, peut-être que sa production peut monter à une cinquantaine de points, peut-être même 60, s'il y a de l'avantage numérique aussi un peu à travers tout ça. Parce que, tu sais, il avait joué à Dallas aussi, Marchment. Je vais aller voir c'était quoi ses stats. A eu une saison de 53 points avec les Stars. Il a eu 2 saisons de 20 buts et plus là, avec Dallas. Après ça, il avait commencé avec le Kraken, puis il avait été échangé à Columbus par la suite. Mais Columbus a quand même eu 32 points en 39 matchs. Là, donc, c'est quand même une production intéressante. Donc, si on le met dans des bonnes dispositions, c'est peut-être un gars qui pourrait être intéressant pour le Canadien. Un gars de 6 pieds 5, 2, 12. On parle de gars robustes, qui peut jouer robuste. Il manquait de poids là, dans le top 6 du côté du Canadien. Ça pourrait être une cible de choix. Mais c'est un allié. Fait que ça prend en considération qu'il faudrait qu'on envoie Demidov au centre ou qu'on envoie là, Kapanen au centre puis qu'on mette Demidov d'un côté puis Marchment de l'autre. Fait que, on aura un peu de tout sur ce trio-là. Mais écoute, les options sont pas très nombreuses, Stéphane.
Non, Tu mais comme regardes je te ça, dis, là. c'est pour ça que je pense vraiment que les équipes vont être ouvertes à échanger des joueurs. Là, puis qu'est-ce qui va se passer avec Toronto, même chose. Qu'est-ce qui va se passer avec certaines équipes qui devraient peut-être être en reconstruction. Donc, tu sais, ça sera pas évident. Le cap salarial non plus, oui, il augmente cette année, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont déjà en haut. Pas en haut du cap salarial, mais qui sont près du cap salarial. Donc, tu sais, tout ça, moi, je pense que ça va être une été vraiment intéressante du côté national. Je pense qu'il y a des équipes, il va falloir vraiment qu'on voit ce qu'on fait. Le dossier McDavid aussi. Est-ce qu'on attend pour le dossier McDavid du côté du Ouais. Canadien puis on essaye l'année prochaine? Ça, c'est une autre affaire aussi. Où est-ce qu'on est rendu dans l'organisation du Canadien pour aller chercher de l'avant? Est-ce qu'on y va pour cette année, l'année prochaine? Ou on y va pour l'autre année après, puis on va chercher vraiment un gros poisson? Reste à voir. Ça donne le temps aussi aux jeunes dans la Ligue américaine de faire leur place. Est-ce que des Owen Beck, est-ce que Jack Eye, est-ce que ces gars-là, Ekstrom va être encore là l'année prochaine? Struble, l'autre Jack Eye, le frère à la défensive, mais ça reste que des joueurs dans la Ligue américaine maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui sont prêts à monter. Fowler va rester à Montréal probablement. On va probablement échanger Montembeault cet été. Mais ça reste qu'on n'a pas autant de monde en Ligue américaine présentement du côté du Canadien. Il va falloir voir qu'est-ce qu'on va faire avec nos équipes pour les prochaines années. Et c'est ça qui est intéressant, Max. On a connu le Canadien en pleine reconstruction dans le début avec plein de choix, les Demidov, les Zarovski, les Age, les Caulfield, tout ce monde-là, et Slakowski. Et là, on rentre dans l'ère de la deuxième étape qui est vraiment prêt à faire les séries et à être une équipe dominante pour les prochaines saisons. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, on va surveiller ça avec beaucoup d'attention, mais chose certaine, là, je pense que Kenny nous a habitués à des étés occupés. Il a tout à eu des grosses transactions. Puis, Vraiment. comme on s'est dit dans l'autre podcast, je serais surpris que les Canadiens repêchent avec leur 28e choix là, dans quelques semaines. Je pense qu'on va essayer de boucler une autre transaction pour peut-être régler ce problème-là au centre, peut-être aller chercher un défenseur pour jouer avec Hudson, qui sait. Mais j'ai l'impression que Tien Hughes là, doit avoir l'oreille rouge en ce moment. Comment? T'es même pas Struble? Ben là, je sais pas. Ça fitait pas. On va dire ça comme ça. Mais bref, Stéphane, on va sûrement s'en reparler dans les prochaines semaines. Il y a peut-être des choses qui vont se passer d'ici là. Mais en attendant, c'est déjà la fin du podcast Yes! édition Une de autre semaine de fête. édition d'Etchemin Télé. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Etchemin Télé pour d'autres contenus aussi que le nôtre. Et aussi, t'inquiète là, allez vous abonner à la chaîne de Hockey sur demande si vous voulez d'autres podcasts qui couvrent plus l'actualité de la LNH. Allez voir ça. Stéphane, bonne semaine. Bonne semaine de hockey, bonne finale. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du podcast. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut tout le monde!